toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, Christophe, vous recevez Anne-Christine Lang. Anne-Christine Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Paris, la 10e circonscription, c'est un morceau du 13e et un morceau du 14e, Tout si à je fait. ne me trompe, arrondissement, députée de la majorité présidentielle. Commençons avec ce rebondissement hier, la jeune élève qui avait dénoncé Samuel Paty à son père, enclenchant l'engrenage fatal, a avoué avoir menti. Elle n'avait pas assisté au fameux cours sur la laïcité. Comment peut-on lutter contre cela ? Vous qui êtes spécialiste de l'éducation, engagé dans ces dossiers-là, comment peut-on lutter quand le mal est aussi profondément incrusté ? Je crois que d'abord, on avait quand même quelques pistes. On Oui, savait depuis bien sûr, ce n'est pas une surprise. Un certain temps, c'est pas totalement une surprise qu'effectivement elle n'avait pas assisté au cours, mais elle l'a confirmé manifestement devant les enquêteurs lors d'une audition. Comment on fait ? Je pense en soutenant les enseignants. En soutenant les enseignants, en formant les enseignants et les élèves sur les questions de laïcité de façon beaucoup plus volontariste et beaucoup plus construite qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, il faut commencer plus jeune, dès l'école primaire. Je pense qu'il faut commencer très jeune, dès le CP, qu'il faut qu'il y ait un programme sur ces questions qui se déroule du CP à la terminale, avec un certain nombre de thématiques qui soient enseignées à fond pendant toute la durée de la scolarité, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a en fait, je crois qu'il y a une formation qui est un petit peu liée à l'instruction, l'éducation morale et civique, mais qui n'est pas suffisamment approfondie, pas suffisamment construite, et on est frappé de voir que les élèves, ceux qui ont été à l'école ces 20 dernières années, à quel point ils sont ignorants en fait de la question de la laïcité et de la laïcité à la française et qu'ils le perçoivent évidemment comme quelque chose, comme une forme d'intolérance, de rejet des musulmans et qui n'en perçoivent absolument pas les richesses et la liberté que ça apporte. La liberté que ça apporte. C'était la leçon du sondage de la semaine dernière, du sondage IFOP, montrant qu'une bonne partie des collégiens et lycéens considèrent que la laïcité empêche leur identité. Comment les convaincre du contraire ? Eh ben justement, je pense que ça a été une de nos préoccupations pendant le texte dit séparatisme, confortant les principes de la République, où cette question a été abordée. Et donc le ministre a eu l'occasion de dire effectivement que on avait objectivement raté quelque chose pendant ces 20 dernières années et qu'il allait réfléchir, d'ailleurs avec Jean-Pierre Aubin, auquel il a confié une mission sur cette question, à la formation des enseignants et à la formation des élèves. Et moi, je pense que au-delà de l'éducation nationale, je pense que les universitaires, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, les politiques, les journalistes, les intellectuels doivent mener une contre-offensive universaliste et républicaine qui manque cruellement. Alors, on le voit, il y a d'autres fronts pour ce combat. À l'IEP de Grenoble, alors là, on a des profs qui sont accusés de fascisme, d'islamophobie, apparemment sans fondement. Est-ce que ce n'est pas cela, l'islamo-gauchisme dans l'enseignement supérieur, que dénonçait Frédérique Vidal ? Alors moi, je ne suis pas une fan ni du terme d'islamophobie, ni du terme d'islamo-gauchiste. Je pense que il faut se garder de balancer ces termes qui ont des contenus d'ailleurs assez flous et parler du fond. Je pense que effectivement l'idée, la question d'interroger dans un cadre universitaire le concept d'islamophobie et d'expliquer les raisons pour lesquelles c'est un terme qui ne fait pas consensus et de contester ce terme, puisque vous le savez, c'est bien connu maintenant, c'est un terme effectivement qui pour certains signifie la haine des musulmans et qui pour d'autres récusent parce qu'ils considèrent que c'est une façon d'empêcher la critique des religions. En fait, bon, c'est ça. Et je pense que c'est un mot, voilà. Et donc, il me semble que ce débat universitaire au sein de l'université pour savoir, pour pouvoir le défendre ou le contester, de pouvoir interroger ce concept, moi, le fait que ça ne puisse pas avoir lieu dans une université, c'est quand même extrêmement préoccupant et ça rappelle une forme de terrorisme intellectuel, en fait, le fait de ne pas pouvoir interroger ces questions. Après, même chose sur l'islamo-gauchisme, moi, je trouve que ce terme, comme je le disais, et cette sortie étaient un peu maladroite, mais je pense qu'il peut y avoir un débat universitaire
à l'université sur les concepts et un débat intellectuel pour savoir si toutes ces théories sur lesquelles reposent un certain nombre de mouvements gauchistes qui sont l'intersectionnalité, le décolonialisme, la théorie du genre, etc., est une menace pour l'universalisme. Moi, je suis très favorable à ce que ces débats puissent avoir lieu, évidemment, à l'université, parce que ce sont des vrais sujets, mais pas seulement à l'université, dans l'ensemble de la société et du monde intellectuel et politique et journalistique. Au cœur de cette dernière polémique, il y a l'UNEF, l'UNEF de Grenoble qui maintient ces accusations, l'UNEF nationale qui a pris un peu ses distances. Est-ce qu'il y a un problème avec ce syndicat étudiant ? Je pense que, objectivement, ils ont manqué cruellement de clarté sur leur relation avec un certain nombre de mouvements, je pense aux frères musulmans, un certain nombre de mouvements, on va dire, islamistes ou radicaux, et qu'ils ont objectivement fait le choix, comme toute une partie de l'extrême gauche d'ailleurs, de considérer que c'était leur nouveau... pour certains, leur nouvel électorat ou leur nouveau socle, et qu'ils ont effectivement cruellement manqué de clarté dans leur relation avec ces mouvements, dans leur conception de la laïcité. Bon, moi, j'avais eu l'occasion de le dire assez fort. Je pense que quand on se désigne comme représentante une femme voilée, pas une pauvre fille voilée comme je l'ai entendu, mais enfin quelqu'un qui se revendique d'un islam radical assez clairement avec un hijab, je pense que évidemment ça interroge. La loi climat est étudiée à partir de ce matin en commission spéciale à l'Assemblée nationale. On accuse, on soupçonne cette loi de vouloir détricoter en fait ce que la Convention citoyenne avait proposé. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non, je pense que d'abord, sur l'exercice de la Convention citoyenne, c'était peut-être pas parfait, mais c'était une première, c'était intéressant. Je pense que c'est largement perfectible pour des tas de raisons qui seraient trop longues à exposer, mais je pense qu'il faut aller vers ce type de consultation un peu inédite. On ne peut pas à la fois dire que la démocratie est totalement confisquée pendant 5 ans et refuser tout ce qui permettrait un petit peu de lui donner de l'oxygène. Après, moi, je comprends l'impatience évidemment des citoyens qui voudraient que on aille plus fort, plus vite, mais dans transition écologique, il y a transition. Je pense qu'il faut accepter l'idée que pour progresser, il faut que ça soit acceptable par la société, par les plus vulnérables, par les plus pauvres. On a vu ce qu'avait donné la par les milieux économiques. Et évidemment par les milieux économiques. Je pensais par exemple à la question de la rénovation thermique des bâtiments. Bon, c'est sûr qu'on peut dire qu'il faut évidemment isoler les bâtiments, mais si on ne se soucie pas d'abord et aussi de la façon dont on accompagne les ménages pour le faire, on potentiellement des mouvements comme les Gilets jaunes et j'allais dire, on a donné. Les avions seront remplacés par des trains s'il y a 2h30 de trajet. La Convention citoyenne disait non, il faut aller jusqu'à 4 heures, sinon ça ne touche pas assez de lignes aériennes et on ne fera pas de progrès. Voilà l'impression d'un renoncement. Alors on va faire quelque chose de symbolique, mais pas vraiment efficace. Non, mais c'est exactement ce que nous évoquions précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, dans les mesures, il faut ménager une transition. C'est sûr que l'industrie aéronautique a perdu quelque chose comme 70 ou 80% de son chiffre d'affaires. Et alors après, il faut choisir effectivement, est-ce qu'on sacrifie l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes, ce qui est quand même un choix qui n'est clairement pas le nôtre. Comment on arrive à préserver les milieux économiques tout en assurant la transition écologique. Et à titre personnel, je pense que on peut et on doit miser sur le progrès, sur l'hydrogène par exemple, et de voir comment on peut en même temps, si j'ose dire, sauver l'industrie aéronautique, permettre aux Français de voyager, de découvrir le monde, s'ouvrir à l'extérieur et faire un bond écologique. Et faire un bond écologique considérable. 5000 amendements ont été déposés. Est-ce que c'est le signe d'une majorité qui va se diviser ? Vous le craignez ? Non, je ne crains pas. Je pense que ce sont des débats qui vont être ardus, c'est une séance qui va être animée. Et Barbara Pompili n'a pas que des amis, hein, la ministre de la Transition écologique, au sein de la majorité. Elle est critiquée.
Oui, mais enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il y a une diversité d'opinions, mais j'ai bon espoir quand même que sur ces questions, même si encore une fois, au sein de notre groupe et avec les oppositions, les débats vont être animés. Mais je suis assez persuadée qu'à la fin des fins, on arrive à convaincre les députés puis les Français qu'on y va, on fera des bons, mais qu'il faut aussi ménager l'ensemble des Français, des intérêts économiques et des ménages. Alors la vaccination contre la Covid s'accélère partout en France. Est-ce que vous êtes favorable à Paris à des vaccinodromes géants ? Je pense qu'il y a différentes phases dans la campagne de vaccination et évidemment l'ouverture des lieux dépend du nombre de doses dont on dispose. On savait que au mois de janvier, février, on aurait quelques millions de doses qui étaient largement consacrées aux EHPAD, donc les vaccinodromes ne se justifiaient pas. Bon, maintenant on va arriver à des dizaines de millions de doses avec des vaccins qui se conservent très facilement et donc on verra. Je pense que ça peut éventuellement, on l'a vu ce week-end, un Barnum, ça se monte en 24 heures. Donc si effectivement, quand on ouvrira en population générale, il y a des dizaines, des centaines de milliers de Français qui se précipitent et qu'on peut vacciner très vite, je pense que ça peut justifier. J'ajoute simplement que, par exemple, si on compare au vaccin pour la grippe, qui se conserve à peu près dans les mêmes conditions, je crois que cette année, on a vacciné 1 million de personnes en une semaine. Tout à fait. Sans vaccinodrome. Avec les pharmaciens. Avec les pharmaciens. Donc, je pense que rien n'est exclu. 1 million par semaine, ça fait quand même déjà beaucoup de monde pour la grippe. Donc, si ça justifie, oui. Si on ne sait pas la peine, non. Êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire des soignants ? Parce que la maladie nosocomiale numéro 1 à l'hôpital maintenant, c'est le coronavirus, que les soignants donnent aux patients qui arrivent. Je pense que, bon, voilà, très clairement, la question se pose. Pour l'instant, Olivier Véran a fait le choix de la conviction, en essayant effectivement de convaincre les soignants de se faire vacciner et qu'il a bon espoir que la vaccination augmente. Après, je ne comprends pas pourquoi cette question est à ce point tabou. Les soignants ont déjà des vaccins obligatoires, le DT polio, l'hépatite. Quand vous travaillez dans un service de pédiatrie, vous êtes obligé d'avoir la rougeole. Quand vous travaillez dans une crèche, vous avez des vaccins obligatoires. Et donc, on pourrait considérer que les hospitaliers doivent se faire vacciner contre le Covid. Je trouve que c'est pas scandaleux. Journée des droits des femmes aujourd'hui. Gisèle Halimi au Panthéon, vous êtes pour ? Moi, je suis très engagée depuis toujours sur la question des droits des femmes et je trouve que ça serait effectivement un beau symbole à la fois pour le mouvement féministe auquel on doit tant. Je pense que je repense au procès de Bobigny, enfin des choses qui pendant ma jeunesse, moi, m'ont profondément marqué. Et puis pour la question aussi de l'Algérie, je pense que ça serait quelque chose un beau geste de réconciliation. Anne-Christine Lang, merci. Bonne journée. Merci.